Notre approche du financement des économies en Afrique n'est plus le bon. Donc oui, on doit restructurer les dettes, beaucoup plus fortement, pour permettre de redémarrer. Lorsque l'on écoute ce type de propos de la part des Occidentaux en général en faveur de l'Afrique, ce genre de promesses, cette sorte d'expression, de sentiment d'amitié ou d'aide, on a désormais plutôt tendance à s'en méfier. On se pose la question de savoir que va-t-on encore nous imposer? Que souhaite-t-il faire passer comme message? Qu'attendent-ils encore de nous? Qu'est-ce qu'on va encore prendre dans les dents ce coup-ci? Même nos dirigeants s'en méfient davantage. Parce que, comme dit l'adage, chat échaudé craint l'eau froide. Les promesses des sommets en faveur de la pauvreté, du climat, de la paix, où on les noie sous des torrents de dollars, de promesses, on en a tellement connu. Et pourtant, il ne se passe rien. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris. President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. On a parfois sur le climat le mégawatt de parole et 0 mégawatt de financement. Beaucoup d'autres promesses dans divers domaines n'ont toujours pas été tenues. Je voudrais juste rappeler celles plus urgentes annoncées à corps et à cri par les puissances, les donateurs comme on les appelle, européens, pour le Sahel où les dirigeants attendent toujours quelques millions de dollars qui devraient les aider à combattre l'hydre terroriste et les bandits armés qui ensanglantent le Sahel. À Bruxelles, des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. Qu'on nous accorde le bénéfice des doutes, qu'on nous donne cet argent, on a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites « on », Monsieur le Président, vous avez dit on va parler franc. Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui, le cas de l'Union européenne. Sur tout ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à aujourd'hui. Sur les 12 milliards, rien. Aujourd'hui, c'est débloqué cet argent? Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. La preuve, c'est que la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler, il n'y a pas de doute. Pendant un laps de temps plus court, les mêmes ont déversé une pluie de dollars en Ukraine. Les priorités et les enjeux ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et comme le faisait remarquer l'ancien ministre français Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Chacun son urgence. Seulement désormais, la méfiance, voire le scepticisme, se sont installés dans l'esprit des Africains vis-à-vis des grandes envolées, des poignants engagements des Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique. Les sommets organisés à grand renfort médiatique sont désormais perçus comme de simples opérations de communication. Et les chefs d'État les plus importants hésitent de plus en plus à s'y rendre. Et lorsque, sous la très discrète et insistante pression diplomatique, ils se résignent à y assister, ils distillent de plus en plus savamment, délicatement, avec force, leurs convictions, leurs ressentis. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world, and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse.
when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the global South. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters and address them. We do not want anything for free. C'est dit et de façon claire. Jusque-là, le silence était la règle. On n'osait pas trop contrarier les donateurs. Ils faisaient de grandes promesses et les dirigeants africains, déjà pour la plupart en disgrâce auprès de leur peuple, étaient tous perçus par la suite comme ceux qui avaient fait main basse sur cette importante manne. On parlait tout de suite de corruption. Il faudrait que la communauté internationale soutienne, finance des projets locaux vis-à-vis du Nord et du Sud et qu'ils soient décidés localement pour éviter des problèmes de disparition, d'évaporation d'argent comme ça s'est fait dans le passé. L'argument de la corruption. Cette technique dure depuis tellement de temps que lorsqu'on a encore une fois annoncé l'arrivée d'un impressionnant parterre de 40 chefs d'État et de gouvernement de la planète, dont une douzaine venus d'Afrique, pour un sommet à Paris, pour tenter de faire face aux problèmes de surendettement et de transition climatique, je me suis dit, encore une rencontre pour afficher ses bonnes intentions. La drague est évidemment plus intense en cette période de crise politique mondiale, où la guerre en Ukraine divise, où l'Occident redoute de perdre ses alliés traditionnels, où la Chine dans ce climat continue de gagner du terrain en Afrique, où le continent se tourne sans complexe, à la fois vers Moscou et vers Pékin, malgré les mises en garde des Occidentaux. Grâce à la Chine, il y a tout d'un coup à nouveau un intérêt de l'Occident. Madame von der Leyen peut dire « Ah oui, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose nous-mêmes en matière d'infrastructure ». On a désormais des appels d'offres avec de la concurrence. On était complètement dans des oligopoles britanniques chez les anglophones, français chez les francophones. Mais là, la Chine a permis de la souveraineté économique. Mais depuis 20 ans, elle a réveillé un peu de concurrence et baissé considérablement les prix parce qu'une bonne partie de nos infrastructures a été surfacturée parce qu'il n'y avait aucune concurrence et qu'on était vraiment dépendants. Compte tenu du climat, une fois n'est pas coutume, en près de 30 ans, je m'étais abstenu de participer, de couvrir, ne serait-ce que pour cette chaîne YouTube Alain Foka officielle, ce sommet de Paris. Contrairement à mon fonctionnement professionnel habituel, je me suis abstenu de solliciter une quelconque interview pour que nous parlions encore des mêmes choses. Ils étaient pourtant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une douzaine d'Afrique, à avoir effectué le déplacement de Paris pour ce sommet consacré à un nouveau pacte financier mondial, avec 4 objectifs déterminés. Redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. Favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu. Encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents en développement et mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Un sommet un peu fourre-tout où on fait de grands discours, où on se serre la main en se donnant bonne conscience. Je m'étais fait ma petite idée. Un sommet de plus en gros. Mais au milieu de ce désespoir qui me gagne d'un coup, dans un brouillard, j'écoute des dirigeants africains qui font preuve d'un peu de courage. Quelques dirigeants africains qui osent enfin exprimer un peu plus haut ce qu'ils pensent tout bas, ce qu'ils ne disent que dans l'intimité de leur bureau à des proches. Comme le président kényan qui apostrophe sans détour le président Emmanuel Macron sur l'objet même de ce sommet, l'architecture financière mondiale. C'est injuste et les Africains n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de la Banque mondiale et du FMI qui sont sous contrôle des grandes puissances, qui sont des instruments de leur hégémonie. We want those resources controlled not by IMF and World Bank, because IMF and World Bank
you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. Une attaque en règle en face des patrons de la Banque mondiale et du FMI quelque peu interloqués, mais également d'un Emmanuel Macron quelque peu dépité. We do need an in-depth transformation of our global governance, for sure. And we do need a governance of World Bank and IMF reflecting this world, this new demography and the new dynamics. We are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they're going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus et ne répondent plus aux aspirations ni aux intérêts de la société. Ça, on doit le dire très clairement. La Banque mondiale n'atteint pas les aspirations du monde. Ça, il faut le dire clairement. Le FMI aussi n'atteint pas les aspirations du monde. À ce moment précis, je me dis enfin quelque chose de moins lisse dans ce sommet. Il faut savoir que le FMI et la Banque mondiale fonctionnent par des quotes-parts, c'est-à-dire comme un système d'actionnariat. C'est-à-dire les pays les plus riches ont des parts plus importantes et en gros détiennent et ont des véritables droits de veto sur les processus de gouvernance au niveau de ces institutions. On ne peut pas continuer avec les mêmes institutions qui fonctionnent d'une façon erronée. Et c'est la même chose pour le Conseil national, le Conseil de sécurité de l'ONU. On ne peut pas reproduire les politiques d'avant. Les mêmes représentants de 1945 ne doivent pas être les mêmes d'aujourd'hui. L'ONU doit changer. Même si l'on sait qu'il y a peu de risques que ces institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le FMI, soient supprimées, eux savent que cet outil, créé alors que les États africains n'étaient pas présents et n'étaient même pas indépendants pour la plupart, ne sont plus souhaités. C'est dit et à haute et intelligible voix. Bien, dans cette période de guerre froide 2.0 qui oppose désormais les Occidentaux du G7 aux BRICS, cette position vaut son pesant d'or. La menace de voir les autres nations du Sud rejoindre massivement les BRICS, qui manifestent un peu moins de voracité, qui expriment un peu moins leur suprématie, et qui ont désormais une économie supérieure à celle du G7, est une donne nouvelle et déterminante qui leur fait peur. Je dirais par sa méthode même, ce sommet a vocation à bâtir l'unité de la communauté internationale derrière les réponses qu'on peut apporter à ces défis jumeaux que sont la lutte contre les inégalités et le combat pour la planète. Si nous échouons, nous irons à coup sûr vers une fragmentation de nos institutions internationales. Le risque est grand désormais, puisque beaucoup parlent de plus en plus de leur volonté de rejoindre les BRICS, de leur envie de sortir de nombreuses institutions et même des Nations Unies qui ne tiennent pas en compte les changements intervenus dans le monde. Les Africains dénoncent, entre autres, comme on vient de l'entendre de la bouche du président du Kenya, l'obsolescence des institutions de Bretton Woods, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Et comme on vient de l'entendre, les Occidentaux craignent la disparition, l'idée de quitter certaines institutions de la part des Africains. Il vaut mieux agir vite avant que la situation ne leur échappe. Imaginez le système financier mondial, né après la Seconde Guerre mondiale, totalement remis en cause par le reste du monde. L'hypothèse qui fait peur au G7. Il faut maintenir la pression pour que le système soit revu. Et le président Emmanuel Macron s'y colle. Aux chefs d'État africains désormais, dans une position moins désavantageuse, d'en profiter pour tirer
le meilleur. Et pardonnez-moi, Banque mondiale, FMI, mais il faut revoir votre fonctionnement. Il faut davantage d'argent, il faut avoir de nouvelles directions, davantage de participants dans la direction. Il ne faut pas que ce soit toujours le même club restreint de 1945, 46, 47, 48. Autre élément qui m'a amené à vous parler de ce sommet de Paris consacré à un nouveau pacte financier mondial, c'est la sortie très remarquée et très à propos du président sud-africain. La vérité est sortie de la bouche du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui y est allé de façon méthodique, en restant poli, mais en étant ferme, en mettant les pieds dans le plat. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity, and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River, and that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. On peut difficilement faire plus concret et plus pratique. Cette fois, les dirigeants africains se sont mis d'accord pour ne pas subir les projets proposés par les autres, pour imposer leur calendrier et leurs intérêts propres. Il s'agit d'une urgence qui permet d'apporter des solutions concrètes et visibles aux difficultés cruciales auxquelles le continent est confronté. Il faut absolument résoudre les problèmes, par exemple, de l'énergie. Nous avons écouté le président congolais parler du fleuve Congo. Et ce fleuve pourrait accueillir 3 Itaipus, qui est une centrale hydroélectrique brésilienne, mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de financement. Et nous, on a besoin de faire du prosélytisme avec les fonds. Si le besoin n'est pas nouveau, s'il faut reconnaître que ce n'est pas aux autres de venir éclairer l'Afrique, je vous l'accorde, il faut mentionner que pour une fois, il a été clairement exprimé par les chefs d'État et de gouvernement africains. Ce n'est plus le programme de la Banque mondiale ou du FMI, c'est une urgence définie par eux-mêmes. Certains ont même accepté de renvoyer à plus tard ce qui constituait pour eux la priorité. President Sisi and I have been talking about a railway from Cape Town to Cairo for years. We will leave that for the next summit, but the one on generating electricity and building power stations on the Inga Dam is the most important, that is immediate, that I believe needs to be addressed now.
Let's get that done, and then we will be convinced that you are serious with the promises that you make. Thank you. Alors aux dirigeants du monde qui chaque jour manifestent leur désir d'aider l'Afrique, de montrer ici leur bonne foi, comme le mentionnait le président Cyril Ramaphosa. Chancellor Scholz was saying we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that that $100 billion has never really been made available. And this should stand out as something that needs to be addressed. Because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you. We believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Il y a une crise de confiance dans le système architecture globale financière. Parce qu'il y a les pays développés qui ont promis 100 milliards de dollars depuis longtemps. Et qui ne donnent pas. Qui donnent pas. Donc, je me souviens ce que mon ancien maître m'avait dit, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il m'avait dit un jour, Akin, tu sais que la chose la plus importante, ce n'est pas ce qui a été promis, c'est ce qui a été réalisé. Donc, c'est le temps de cesser de parler, c'est le temps de passer à l'action. De passer à l'action et la réalisation de ce qui a été promis. La vérité est que l'Afrique désabusée, exploitée, ridiculisée, ne croit plus en la bonne foi des grandes puissances du Nord. Le passif est tellement lourd que plus personne ne veut se fier à leurs grandes déclarations, à leur position de donneur de leçons, à leur humanité affichée à grand renfort médiatique. Le Nord ne mesure pas l'ampleur de la déconfiture. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Quelle est la leçon que nous tirons de l'Irak? Nous n'avons pas voulu pousser jusqu'au bout les inspections avec Saddam Hussein. Saddam Hussein était un personnage odieux. Nous avons récolté le chaos et le terrorisme. Nous n'avons pas voulu pousser les feux avec la Libye de Kadhafi. Nous avons récolté le chaos et la situation au Sahel. Donc il faut retenir les leçons de l'histoire. Il faut prendre en compte ces réticences, cette allergie à l'impérialisme occidental. Vous voyez le monde depuis le Brésil, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Afrique. Il voit la séquence américaine en Irak, il voit la Libye, il voit le Sahel, il voit l'Amérique en donneur de leçons. J'ai été très frappé. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale. Le deux poids deux mesures. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Que faites-vous pour les pays qui souffrent dans le monde? Revient constamment. Donc il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue, mais aussi avec le regard des peuples du monde. C'est bien résumé en ce qui concerne les événements récents. Mais devant tant de roublardises, à vous, jeunes, de devenir cette fois-ci, de façon définitive, les acteurs, les témoins de cet engagement. Les chefs d'État africains ont dit, si vous voulez nous accompagner vraiment dans cette transition énergétique et dans la lutte contre la pauvreté, voici dans quel domaine vous pouvez nous accompagner. Là, il y a quelque chose de concret. Électrifier l'Afrique avec l'immense potentiel du continent. Si vraiment l'Europe est sincère et un partenaire soucieux du bien-être du monde, c'est l'occasion de se manifester. C'est l'occasion de se rendre concret. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Cette fois-ci, jeunes gens d'Afrique, même si la responsabilité de nos dirigeants qui se sont succédés aux affaires depuis les indépendances sur cette question de l'énergie est évidente, concentrons-nous de façon forte et active sur la matérialisation de cet engagement. Jugeons cette fois la crédibilité de ces grandes puissances à mettre en œuvre ce projet décisif. Si elles ne le font pas, on comprendra que ces sommets sont des cirques offerts au peuple et que nos dirigeants doivent s'abstenir de se prêter au jeu. Il en va de leur dignité et même de leur fauteuil. L'Afrique regarde ces nations européennes qui ont invité nos dirigeants à Paris. Ils ont exprimé leurs besoins. Ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait en participant au financement de son électrification. Et puisque vous, Européens, dites que les autres ne sont pas de bons partenaires, qui sont dangereux pour nous, alors faites-nous la preuve que vous êtes meilleurs. C'est l'occasion de le prouver.
à travers cet engagement simple, précis, l'électrification de l'Afrique, en se souvenant d'une chose, l'Afrique n'est pas en position de quémandeuse, elle est dans une position de partenaire. Celui qui vient ne vient pas pour faire du bien, il vient pour gagner de l'argent. Ça doit être dit. On est là pour discuter, mais je pense que parfois, si on est sur la table, ce n'est pas pour discuter, il faut manger aussi. Donc il faut qu'il y ait le repas sur la table. Si l'Occident ne le fait pas, l'Afrique aura le droit de traiter avec qui elle veut. Plus de leçons de morale, plus d'injonctions, plus de pression. Mais une fois que l'on a dit ça, cela ne doit pas nous dédouaner de notre responsabilité, nous Africains, dans cette tâche qui est d'abord la nôtre. Les gens qui financent le développement en Afrique, en fait, c'est les Africains. Il faut bien voir que les flux des migrants, les retours d'épargne sont supérieurs à l'aide publique au développement et l'investissement étranger, c'est 5% du PIB en Afrique et 20%, enfin, selon les années, entre 15 et 20% d'endogènes. Il ne faut pas passer sous silence. Et je vous assure, les migrants aujourd'hui, les migrants africains, sont plus importants que l'aide publique au développement. Il ne faut pas l'oublier quand on a l'impression qu'on est en train de moderniser l'aumône. Il reste incompréhensible que malgré le potentiel que représente la diaspora, que l'on en soit encore à tendre la main. Que l'on en soit encore à cette économie Western Union qui n'est porteuse d'aucun développement. Parce qu'elle rentre bêtement, pour l'essentiel, dans la consommation courante, qui ne sert qu'à résoudre les problèmes domestiques des ménages. La diaspora est-elle à ce point-là incapable de s'organiser, de mobiliser cet impressionnant potentiel financier pour investir de façon plus structurante sur le continent? C'est quand même humiliant que ceux qui accordent l'aide publique au développement soient finalement plus impactants, plus puissants que la diaspora, alors que sa contribution est largement supérieure. Il y a un bug quelque part, non? Et c'est aux Africains de la diaspora et de l'intérieur de trouver le bon rendement. Mais ceci est une autre histoire. Restons concentrés sur cette question d'électrification de notre continent dont on parle aujourd'hui. Sans cette énergie, pas de développement. Alors, on vous regarde. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait et vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.